Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est ce matin très tôt qu'est mort d'un cancer l'ancien Shah d'Iran, Mohamed Reza Pahlavi, au Caire. Il était âgé de 60 ans. La nouvelle a été annoncée sans détail par la présidence de la République égyptienne. À 14h10, Radio Téhéran a diffusé l'information, ajoutant quelques minutes après ce commentaire, « Le sanguinaire du siècle est enfin mort ». Il y a un mois précisément que l'ancien Shah d'Iran avait été admis à l'hôpital Mehadi du Caire. Il était entré en compagnie du président Sadat. Vous le voyez, ce sont les toutes dernières images de l'ancien souverain que nous possédions. Mohamed Reza Pahlavi sera enterré mardi dans la capitale égyptienne. Il sera enterré à la mosquée El Rifai, au pied de la citadelle du Caire, ici, là où son père avait été inhumé pendant quelques années. Le président Sadat assistera à la cérémonie funéraire. Le chef de l'État égyptien, qui se trouvait à Alexandrie au moment de l'annonce de la mort du Shah, a décidé de reporter le discours qu'il devait prononcer ce soir à l'occasion des fêtes de la révolution égyptienne et s'est adressé tout à l'heure à son pays à la télévision. Il a annoncé que les obsèques de mardi seraient officielles, bien que le Shah ait demandé des funérailles très simples, mais, a-t-il ajouté, nous aurons tout le respect pour cet homme qui était un frère musulman, un homme qui a appuyé l'Égypte dans les moments difficiles. Et le président Sadat a ajouté que la famille de l'ancien Shah continuerait à résider en Égypte. Nous allons bien sûr analyser les conséquences de la mort de l'ancien Shah d'Iran. Nous serons en liaison avec Téhéran, avec les États-Unis. Nous aurons la réaction de M. Chapour Bakhtiar. Mais la première question qui vient à l'esprit est les otages américains. Ces 50 otages que vous voyez ici, que vous allez voir et qui sont retenus en Iran depuis 8 mois maintenant. Les étudiants islamiques exigeaient le retour du Shah en Iran afin qu'il soit jugé en échange de leur libération. Maintenant que le Shah est mort, ces otages, Bernard Mediamine, ont-ils des chances d'être libérés très vite ? Malheureusement non, et pour une simple raison, ce n'était déjà plus le Shah qui intéressait Khomeini, c'est le procès public des États-Unis et de leurs activités en Iran sous le régime du Shah qui peut servir de monnaie d'échange. Il y a tout juste un mois, j'étais à Téhéran, j'ai rencontré ces étudiants islamiques qui ont pris en otage il y a maintenant plus de 8 mois ces 52 Américains. Je leur ai posé la question, je leur ai demandé, est-ce que le marché que vous proposiez le 4 novembre, la date de la prise d'otage, à savoir le Shah contre les otages, est-ce que ce marché est toujours valable? Le jeune homme qui était assis en face de moi a souri et s'est contenté de répondre, si le Shah vit en Iran, nous le jugerons, mais ce n'est pas suffisant. Nous exigeons maintenant l'aveu de la bouche même du président américain, du président des États-Unis, des crimes, l'aveu des crimes commis par les Américains en Iran et la restitution de tous les biens du Shah. Cette réponse est toujours valable aujourd'hui. Les Iraniens voulaient le Shah vivant pour mieux le tuer. Mort, il ne représente strictement plus rien pour eux. Et cela confirme les premières déclarations des dirigeants islamiques à Téhéran. Téhéran, où la nouvelle de la mort de Mohamed Reza Pahlavi n'a pas donné lieu à de grandes manifestations. L'analyse de l'un des correspondants de l'agence France-Presse en Iran. La mort du Shah ne change rien au sort des otages. Tel est le sentiment général exprimé ce soir par les dirigeants iraniens à l'annonce de la nouvelle. Nous ne voulons pas son cadavre, nous exigeons la restitution des biens que le Shah a usurpés, a rappelé une fois de plus l'ayatollah Khomeini, l'éminence grise des étudiants islamiques qui détiennent les 52 otages américains. Pour beaucoup de responsables, c'est l'Amérique qui a tué le Shah, croyant ainsi trouver une solution au problème des otages. Le gardien de la révolution qui garde le nid d'espions réagit avec colère. Tout cela va rendre notre tâche plus difficile encore, dit-il. Maintenant, il va falloir réclamer la famille du Shah et aussi Chapour Bakhtiar. Les abords de l'ambassade des États-Unis sont restés déserts, pas le moindre attroupement. L'événement n'a été célébré dans les rues de Téhéran que par quelques concerts d'avertisseurs vite dissipés. Pierre Rousselin, AFP Téhéran. Rarement dans le monde, un homme d'État n'aura été autant admiré puis haï par son peuple, sollicité puis rejeté par l'Occident. Après 37 ans de règne, le dernier autocrate de droit divin a été détrôné par plus fanatiques que lui. Son exil a embarrassé tous ceux qui ont tenté de l'accueillir sur leur sol, sauf le président égyptien Sadat, dont on peut saluer le courage. De plus, l'ancien Shah était au moment où il a quitté l'Iran, miné par la maladie qui finalement a aujourd'hui eu le dernier mot.
Laissons l'histoire juger tranquillement de l'action de Mohammad Reza Pahlavi et revoyons ce que fut pendant 37 ans le règne du Shah. Reza Shah, empereur d'Iran de 1925 à 1941, et son fils Mohammed, la mort en exil sera leur destin commun. Né le 26 octobre 1919, Mohammed a 6 ans lorsque son père, devenu Premier ministre, s'empare du trône et fonde la dynastie Pahlavi. Le prince héritier reçoit une éducation à l'occidentale en Suisse avant de parfaire son instruction militaire en Iran sous la houlette d'officiers français. En 1941, la Seconde Guerre mondiale ébranle le Moyen-Orient. En mai, un coup d'État pro-nazi échoue de peu en Irak. Reza Shah, qui veut rester neutre, refuse le passage sur son territoire aux Britanniques et aux Soviétiques, qui s'appuient sur d'anciens traités. Alors Londres et Moscou, qui depuis 2 siècles se disputent et dépouillent un empire perse chancelant, déclenchent une double invasion. À 22 ans, Mohammed succède à son père qui connaîtra l'exil et mourra en 1944. Mohammed obtient de Churchill, de Roosevelt et Staline, venus à Téhéran en 1943, une promesse d'évacuation dès la fin des hostilités. En 1946, pourtant, les soviétiques sont toujours là. Contre la promesse de ratification d'un traité pétrolier par un parlement qui ne peut être élu que dans un Iran totalement libre, Mohammed persuade Staline de retirer ses troupes. Mais en 1947, le nouveau parlement, élu d'une façon discutable, repousse ce traité. Staline a trouvé plus rusé que lui. Le jeune souverain n'a plus qu'à ajouter cet ennemi de poids à la liste déjà longue des adversaires que lui a laissé son père, notamment un religieux, Khomeini, et un docteur en droit, Mossadegh. En 1949, sur 6 balles tirées à bout portant, une atteint la mâchoire, l'autre l'épaule et 3 traversent la casquette. Mis en cause, le parti communiste Toudeh est décrété hors la loi. Mais l'agitation s'étend et en mars 1951, l'implacable Rajmara, placé par le Shah à la tête du gouvernement, est assassiné. Pour le remplacer, le souverain fait appel au docteur Mossadegh, démocrate et leader du Front National. Mossadegh nationalise la compagnie pétrolière anglo-iranienne, un véritable État dans l'État, tout en entretenant l'agitation contre la monarchie qu'il veut abattre. En 1953, c'est la rupture, le Shah feint de céder et part pour Bagdad et Rome. 7 jours plus tard, c'est le retour triomphal, facilité par la CIA qui a mis à profit l'attachement du petit peuple à la monarchie, les outrances de Mossadegh et les craintes de la bourgeoisie modérée. 21 officiers payent aussitôt de leur vie leur erreur en matière de stratégie politique. Des centaines d'autres sont arrêtés. Quant à Mossadegh, jugé, condamné et gracié, il mourra presque centenaire en 1967. L'après-Mossadegh est marqué par la relance de la réforme agraire commencée en 1951. Mais les inégalités restent criantes. En 1963, c'est la révolution sociale, la rénovation urbaine, la participation et le vote des femmes. Ce n'est pas assez pour la gauche, c'est beaucoup trop pour les conservateurs et le clergé chiite. Alors apparaît l'imam Khomeini, ennemi juré de la monarchie, qui ne reconnaît que la loi coranique. Il ira en prison à plusieurs reprises avant de connaître l'exil en 1965. 65, c'est aussi l'année du second attentat manqué contre la vie du Shah, qui dénonce ses alliances contre nature, du rouge et du noir. 2 ans plus tard, persuadé de sa réussite politique et économique, comblé sur le plan familial à la suite de son mariage avec Faradiba, une jeune femme qui lui a donné une postérité mâle, le Shah estime que le moment est venu de se faire couronner solennellement. Le 27 octobre 1967, au lendemain de son 48e anniversaire, dans le vieux palais de Golestan, des centaines de courtisans et de diplomates attendent que le Shah se coiffe lui-même de la couronne impériale. Il couronne ensuite la Shah Banu régente, tandis que le jeune Reza est élevé au rang de prince héritier. Mais déjà, Mohammed songe à une autre cérémonie. En 1971, le 2500e anniversaire de l'Empire perse lui fournit l'occasion d'accrocher la dynastie Pahlavi à l'histoire de l'Empire. On dresse un immense camp face au tombeau des rois pour les inviter et l'on procède à une reconstitution, d'ailleurs fort discutée, de toute l'histoire guerrière du pays. Si Georges Pompidou, alors président de la République française, juge préférable de se faire représenter, d'autres chefs d'État, têtes couronnées ou chefs de gouvernement feront le déplacement, apportant ainsi leur caution morale à un régime dont la presse mondiale commence à dénoncer les excès. Même Tito est présent.
Ces extravagances coûtent la bagatelle de 500 millions de francs lourds, mais peu importe, le Shah qui a échappé de peu à 2 attentats est convaincu qu'il est venu sur Terre pour accomplir une mission. Je l'ai avoué que toute ma vie, ça n'a été qu'une succession, surtout pendant une période de ma vie, de rêves et d'apparitions mystiques. Je crois que j'ai vraiment une mission à accomplir. Les succès qui ont été enregistrés jusqu'à présent, certains sont inexplicables. Moi, je l'explique justement par cette autre force. Et je suis sûr que tant que j'aurai à accomplir la mission, eh bien, je serai là, la mission sera accomplie. Lorsque le temps sera fini, eh bien, ça sera fini. C'est ainsi que vous expliquez vos miraculeux, disons, succès par rapport aux tentatives d'assassinat qu'il y a eu contre vous? Oui, je n'ai pas d'autre explication. Et même, non seulement cela, ce qui s'est passé dans ce pays, si vous comparez mon pays maintenant à ce qu'il y était il y a, disons, une trentaine d'années. Les premières années 70 se placent sous le signe de l'euphorie. Le Shah ouvre grand les robinets du pétrole et le vend cher. En 75, il dispose de 100 milliards de francs et il espère conduire son pays au rendez-vous technologique du 21e siècle. C'est la grande industrialisation fondée sur l'énergie nucléaire qui remplacera dans 30 ans le pétrole en voie d'épuisement. Constructeurs et banquiers, le Shah voit se présenter autour de lui tous ceux qui ont quelque chose à vendre ou qui doivent emprunter. Ces forces armées, conseillées par 40 000 Américains, sont les plus puissantes de la région. À Washington, on ne compte que sur elles en tant que seul maillon solide de l'alliance du Moyen-Orient, et on encourage l'Iran à jouer le rôle de gendarme dans le golfe Persique. Le Shah vole donc au secours du sultanat d'Oman contre une rébellion téléguidée de Moscou via Aden. Mais finalement, cette armée qui coûte des milliards, ces généraux comblés, sont-ils prêts à se sacrifier pour le régime? L'histoire prouvera que non. Le revers de la médaille, le monde le connaît quand la presse internationale publie des photos du Shah. Non celles d'un sportif skiant en Suisse ou d'un bon père de famille dans son palais, mais celles d'un homme que l'on accuse de se maintenir au pouvoir que grâce à des tortionnaires. Car on torture en Iran depuis 1956, date de la création de la SAVAK, la police politique infiltrée partout. Tout opposant, communiste ou bourgeois, intellectuel ou ouvrier, peut sur simple délation connaître les cachots d'où l'on ne sort que fusillé, pendu ou mutilé. Combien de victimes? Le Shah avouera un jour 2000 prisonniers politiques. Ses adversaires politiques disent 100 000 morts. En 1977, c'est l'explosion à la suite de la création d'un parti unique à Téhéran. Mais c'est ici, à Washington, à l'occasion de la visite de Mohamed Pahlavi à Jimmy Carter, que le monde prend conscience de la largeur du fossé qui sépare désormais le souverain de son peuple. Les étudiants iraniens livrent pendant plusieurs heures une bataille acharnée aux policiers américains qui tentent de les disperser. En Iran, début 78, on relève 60 morts à Qom et une centaine à Tabriz. Le 8 septembre, un vendredi, il y a 700 morts à Téhéran. Alors le Shah, malade et désabusé, parle d'une possible démocratie à l'occidentale. Naturellement, il faut aller vers une démocratisation. Et nous allons adopter les mêmes lois qui existent, disons, en France. Pour les libertés d'expression, liberté de manifestation, nous allons vous copier. Et c'est ma volonté, après avoir mûrement réfléchi, que c'est la voie à suivre. Avec le pluralisme politique. Oui. Mais à Téhéran, on s'installe dans la grève et l'émeute. On défie la loi martiale tandis que l'armée ne bouge pas. En fait, les Iraniens ont les yeux tournés vers une petite bourgade de la région parisienne où l'ayatollah Khomeini, qui tient enfin sa vengeance, donne un ordre. Le Shah doit partir.
Notre point de vue est extrêmement clair. Que le gouvernement iranien soit dirigé par un militaire ou par un civil ne change rien au soulèvement populaire en cours en Iran. Ce soulèvement a pour but de regagner la légitimité des masses religieuses iraniennes et jusqu'au départ du Shah, avec ou sans premier ministre militaire, ce soulèvement se poursuivra. Dans une capitale où l'anarchie s'est installée, le pouvoir est maintenant dans la rue. Le Shah constitue d'abord un gouvernement militaire. Il fait arrêter quelques-uns de ses proches collaborateurs, dont Oveida, qui sera fusillé après la chute du régime. Puis le gouvernement militaire est remplacé par un gouvernement civil sous la direction d'un modéré, Shapur Bakhtiar. Mais il est trop tard, beaucoup trop tard. Le souverain quitte Téhéran le 16 janvier 1979. Première des grandes étapes de l'exil du Shah, le Caire sera aussi la dernière. Voilà donc pour cette vie du Shah par Édouard Laure, André Guinet et Jean-Louis Le Senne. Le président Giscard d'Estaing a adressé un message de condoléances à la veuve de l'ancien Shah d'Iran. Un message a également été envoyé par la reine d'Angleterre et le président Carter. Mais aux États-Unis, pas de déclaration à la Maison-Blanche. En revanche, on a remarqué une réaction de Ronald Reagan, le candidat républicain au présidentiel. Claude Guénière. Ronald Reagan, candidat républicain à la Maison-Blanche, aura été le premier à réagir et avant le président Carter a exprimé ce que beaucoup d'Américains pensent, redonnant sans doute aussi à la politique étrangère des États-Unis une nouvelle dignité perdue depuis l'affaire des otages. Le Shah et les États-Unis étaient liés, dira Ronald Reagan, d'une façon honorable et nécessaire. Le Shah avait joué un rôle primordial en matière de sécurité dans cette région, dans les intérêts des États-Unis. La mort de cet homme qui s'était consacré au progrès et à la prospérité de son peuple rappelle à chacun l'importance de la fidélité à ses amis. Et Reagan terminera sa déclaration en demandant à l'ayatollah Khomeini de relâcher les otages détenus en Iran depuis maintenant plus de 8 mois. L'agence Chine Nouvelle n'a fait aucun commentaire en annonçant la nouvelle, de même que l'agence soviétique TASS. En France, une réaction de l'UDF qui parle du Shah comme de l'exemple même d'une vie tragique. Son échec laisse tout le Moyen-Orient dans une situation difficile, dit l'UDF. Et puis, il était intéressant de savoir ce que pense M. Shapur Bakhtiar de la disparition de l'ancien souverain, dont il fut le dernier Premier ministre. Vous vous souvenez que Shapur Bakhtiar a été victime d'un attentat lundi dernier à son domicile parisien, ce qui montre bien que c'est lui qui devient maintenant la cible numéro 1 des extrémistes iraniens. Serge Misret a rencontré M. Bakhtiar tout à l'heure. Il lui a d'abord demandé s'il pensait que les otages américains pouvaient être libérés rapidement. Tout est possible avec la clique de Khomeini et lui-même en tête. Donc, ce qui caractérise, c'est absolument l'imprévisible avec ces gens-là. Normalement, évidemment, ils devraient être libérés puisqu'il n'y a pas d'échange du Shah entre contre les prisonniers américains. Mais cela ne peut pas être discuté. Je crois que c'est le Parlement qui finira par trouver une modalité pour la mise en liberté de ces otages. Est-ce que la mort du Shah change quelque chose pour vous? Pour moi, rien. Pour moi, la question, c'est la liberté, l'indépendance et le progrès de l'Iran. Que ce soit le régime monarchiste ou que ce soit le régime démocratique, république, évidemment pas islamique, cela ne change pas grand-chose. C'est le contenu qui importe et non pas la forme apparente. Monsieur Bakhtiar, le Shah mort, je ne pense pas vous apprendre que c'est vous qui êtes maintenant en première ligne. Tout à l'heure, la radio iranienne a dit « Demandez, exigez votre extradition pour que vous soyez jugé ». Alors, je vous demande ce que vous en pensez. Je ne pense rien d'une bande de fous qui dit toujours de bêtises tous les jours. Ça n'a aucune importance. Je suis un homme qui a lutté beaucoup plus que Khomeini pour la liberté et l'indépendance. Je me permets à une bande d'idiots et surtout, il faut reconnaître, des gens dont la logique, vous avez vu la figure de soi-disant leur ministre des Affaires étrangères qui en 5 minutes s'est contredit 6 fois.
Par conséquent, ce que racontent ces gens-là m'importe peu. Vraiment, cela m'étonne quand vous entendez quelque chose de la radio-télévision iranienne que vous considérez comme sérieux. C'est pas sérieux, ces gens-là. Par conséquent, que je sois maintenant l'homme à abattre, ça c'est conforme à ce que je prévoyais, puisque M. Khomeini veut faire disparaître l'Iran de la carte mondiale. Il va faire une identité islamique. Et moi, toujours, j'ai soutenu que l'islam se trouve ailleurs aussi. C'est l'Iran qui m'intéresse et l'Iran seul. À propos justement de M. Bakhtiar, j'apprends à l'instant même que le ministre iranien des Affaires étrangères, M. Ghozadeh, accuse la police française. M. Ghozadeh accuse la police française d'avoir été informée du projet d'attentat contre l'ex-premier ministre iranien, M. Chapour Bakhtiar, survenu lundi dernier à Neuilly, dans la banlieue parisienne. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure M. Ghozadeh. La dépêche vient de tomber à l'instant. Voilà donc pour l'Iran, voilà ce qu'on pouvait dire notamment ce soir sur la mort de l'ancien Shah d'Iran. Elle intervient, il ne faut pas l'oublier, à un moment crucial pour le gouvernement iranien, secoué par une crise dont on ne voit pas très bien où en est l'issue. Ce qui frappe bien sûr, c'est qu'aujourd'hui comme hier, Paul Nahon, on parle en Iran d'atteinte très grave aux droits de l'homme. On aurait aimé dire ce soir qu'avec la mort du Shah, c'est une page dramatique de l'histoire de l'Iran qui vient de se tourner. On aurait aimé pouvoir le dire, mais malheureusement, ceux qui lui ont succédé appliquent curieusement les mêmes méthodes, peut-être pire, la terreur érigée en système de gouvernement. Si au tout premier jour de la Révolution, on pouvait à la rigueur comprendre les violences et le sentiment de vengeance d'une partie de la population, aujourd'hui, plus rien ne peut expliquer ces tribunaux d'exception et les exécutions massives. Depuis le retour de l'ayatollah Khomeini en Iran, à Téhéran, 1800 personnes ont été passées par les armes. C'est le chiffre officiel donné par le gouvernement iranien lui-même. Les organisations internationales estiment, elles, que ce chiffre est plutôt de 6000. Comme sous le Shah, on fusille les opposants politiques en les faisant passer pour de simples trafiquants de drogue. Comme hier, ceux qui sont au poste clé de l'État, mais cette fois des religieux purs et durs, trafiquent et font passer de véritables petites fortunes à l'étranger. Il y a 18 mois, un immense espoir était né en Iran après le départ du Shah. Aujourd'hui, la décomposition totale du régime, la lutte pour le pouvoir, la haine de ses dirigeants sous couvert de l'islam et de la lutte anti-impérialiste, tout cela fait dire que les hommes ont changé, mais que les pratiques sont restées rigoureusement les mêmes. Tout à fait autre chose, un très grave attentat a eu lieu cet après-midi en Belgique, à Anvers, contre des enfants juifs. L'un d'entre eux, de nationalité française, a été tué. Un homme a tiré à la mitraillette sur un groupe d'enfants de familles orthodoxes juives. Ils attendaient l'autobus de leurs vacances, ici, à Anvers, devant l'association israélienne Aguda d'Israël. Des enfants entre 10 et 15 ans, leurs valises à leurs pieds. À 15 heures, un homme tire avec un pistolet automatique. Un enfant d'origine française s'effondre, mortellement atteint. Une vingtaine d'autres sont blessés, dont 7 gravement. L'auteur de cet attentat est immédiatement arrêté. Il porte un passeport marocain, mais la police pense que ce document est un faux. Le meurtrier aurait déclaré que son geste devait être jugé dans le cadre du conflit israélo-arabe. Tous ces enfants appartiennent en effet à des familles de diamantaires, et la plupart des ouvriers ou des négociants du diamant, à Anvers, sont de religion juive orthodoxe. En bref, maintenant, arrivé tout à l'heure à Paris du roi Hussein de Jordanie pour une visite privée de 3 jours, au cours de laquelle il aura néanmoins des entretiens avec le président de la République. Le souverain hachémite informera notamment M. Giscard d'Estaing de ses récents entretiens avec le président Carter portant sur le Proche-Orient donc. L'Afghanistan, je voudrais vous signaler que demain, après le journal de 20 h, nous vous présenterons une édition spéciale sur l'Afghanistan, après le retour de nos envoyés spéciaux, Philippe Rochaud et Jacques Douai, qui ont passé un mois parmi les rebelles afghans. Ils pourront donc nous éclairer sur des aspects tout à fait inconnus de ce conflit qui, malheureusement, s'éternise. En France, j'apprends qu'un très grave accident de la circulation s'est produit ce matin dans les Alpes de Haute-Provence. La collision de 2 voitures a fait 5 morts et 2 blessés graves. Cela s'est passé entre Sainte-Tulle et Manosque, sur la nationale 96. Les 2 voitures se sont heurtées sur une ligne droite. Elles venaient en sens inverse et on ignore les raisons de cet accident. Je vous propose maintenant de quitter notre planète et de voguer vers d'autres cieux. Pour cela, il vous faut être un peu philosophe, un peu alchimiste, il vous faut aimer le mystère.
avec Jean-Louis Bousser qui a signé les images qui vont suivre et Louis Doucet. Allons dans un monde où c'est le moins qu'on puisse dire, il n'y a pas foule. La richesse de cet ensemble de mosaïques récemment découvertes et sa rigueur symbolique posent d'étranges énigmes. Au dire des spécialistes, il faudra sans doute des années pour trouver la clé de ce langage cosmogonique recelant peut-être la formule de la fameuse pierre philosophale. Tout cela, c'est la mystérieuse expérience du petit-fils d'un Maharaja de Lahore. Il s'appelait Hassan Dina et ceux qui l'ont connu s'accordent à dire qu'il était un pur philosophe hermétique initié aux sources de l'Himalaya par les moines tibétains. Cette chapelle représente un tarot. Et ça c'est très curieux parce que le tarot, dans l'histoire du tarot, on a toujours trouvé le tarot sous forme de jeu de cartes, c'est-à-dire sur du papier, sur du carton, mais jamais sur les murs d'une chapelle ou d'un temple. En fait, le tarot a des origines très, très lointaines, très anciennes. Il y a toute la signification du monde là. Oui, en fait, on peut renverser le mot et voir dans tarot art de Thoth, c'est-à-dire art de l'Égypte ancienne, art d'alchimie, art d'Hermès. Et c'est en fait cette signification que Dina a retenue et a voulu exprimer, manifester dans cette chapelle. Mais est-ce qu'il aurait voulu livrer un message ? Bien, le message... il y a toujours quelque chose d'un peu secret, d'un peu mystérieux là. Le message, c'est le message alchimique, c'est-à-dire la recherche d'une pierre philosophale qui apporterait, disons, la connaissance universelle, qui apporterait également la médecine universelle. Et pour les initiés à ces sciences étranges pour le commun, cette chapelle a vraiment un sens profond. Le sens important, c'est la recherche des mystères de la nature, de la création, de tout l'univers. C'est la quête de tous les savants, de tous les philosophes. Vous savez comment sont les gens, on peut imaginer qu'il se passait des choses ici. Je crois qu'il ne faut pas non plus s'imaginer des choses qui se rapprocheraient de la magie noire. Je crois que là, c'est de l'imagination très vagabonde. En réalité, Dina était un homme de science, un homme de lettres aussi, puisqu'il a écrit plusieurs livres, et c'était quelqu'un de tout à fait sérieux. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement ici? Vous ne voulez tout de même pas lancer une nouvelle secte? Absolument pas, il ne s'agit pas du tout de ça, il s'agit de protéger une œuvre d'art, parce qu'il n'y a pas que le message philosophique, il y a également l'œuvre d'art, et ces mosaïques sont absolument remarquables. Un dernier mot, nous ne sommes pas en Orient mais en France, exactement au château des Avenières, à Cruseilles, près d'Annecy. Quelques télégrammes de sport, le Tour de France à la voile, la 4e étape, Le Havre-Honfleur a été remportée par le bateau Brest qui consolide ainsi sa position de premier au classement général. Je vous rappelle que demain, Antenne 2 midi, que vous présentera Daniel Bilalian, sera à Honfleur pour parler justement de ce Tour de France auquel participe Antenne 2 avec son propre bateau, invité témoin M. Robert Poujade. En tennis, la France a remporté à Vichy la Coupe de Galéa devant l'Espagne. Jeux olympiques, les médailles d'or pleuvent. J'apprends à l'instant que la France a enlevé le titre de championne olympique par équipe au fleuret féminin, donc médaille d'or pour les femmes du fleuret. Médaille d'or également pour le français Angelo Parisi, ça c'est en judo. En judo, alors que Jean-Luc Rouget a été éliminé en demi-finale, on comptait pourtant sur lui pour une médaille. Et puis le tiercé de cet après-midi à Maison Lafitte. Alors attention, vous allez voir, il est arrivé une petite aventure cocasse au jockey Fernandez qui a été désarçonné avant le départ de la course par son cheval Allman. Celui-ci, vous le voyez, ayant pris le goût de la liberté, n'a pas voulu rejoindre ses autres amis chevaux. Il a donc gambadé tout seul comme ça sur la piste, retardant de plusieurs minutes et plusieurs dizaines de minutes même le départ du tiercé. Mais vraiment, il ne voulait pas y aller.
joie des spectateurs. Par parenthèse, c'est pas souvent qu'il y a une telle aventure. Et puis finalement, les chevaux sont partis et à l'arrivée, c'est Angarius, monté par Jean-Paul Lefebvre, qui a passé le premier la ligne. Angarius, le numéro 13. Il est suivi, vous allez le voir, de Sheik Don, le numéro 1. Et en troisième position, ce sera le numéro 2, Danagen. La combinaison gagnante est donc le 13, l'As et le 2. Et pour 5 francs, vous le voyez, c'est un tiercé qui rapporte 22 027 francs dans l'ordre. Et dans un ordre différent, 2 325. C'est ce qu'on appelle un beau tiercé. Reste à feuilleter la page météo. Aujourd'hui, les températures avoisinaient 20 degrés, sauf dans le midi, où elles sont montées jusqu'à 30 degrés à peu près, 25-30. Demain, sur les côtes de l'Atlantique, le temps sera nuageux, avec des ondées orageuses, et les températures seront là en baisse. Partout ailleurs, il fera beau et chaud. Fin de ce journal, les dernières nouvelles à 23h35 avec Hervé Claude. Avec tous ceux qui ont préparé ce journal, je vous souhaite de passer une très bonne soirée.